Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinée dans la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les petites nouvelles de juillet, partie 1. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les garçons. Wesh ma sœur, comment allez-vous? Rebonsoir. Tout le monde va bien? D'accord. On ne sait pas ce Alors. qu'on fait là, Ah, mais... bien, et vous? tout le monde Ouais, va mais bien. vous allez vite le savoir. C'est Alors quoi moi, les sujets? Les garçons, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle dans cette, puisque nous sommes en plein milieu, ou plutôt vers la fin de cette grande quinzaine antifasciste, à la veille du deuxième tour des élections législatives françaises. Je voulais qu'on se clarifie un petit peu la notion de fascisme, d'extrême droite, pour nos auditeurs, parce que je pense qu'on en parle un petit peu à tort et à travers. Et puis aussi peut-être parler de toutes ces bulles cognitives dans lesquelles chacun s'enferme, à gauche comme à droite, avec des référents comme ça culturels, historiques, souvent limités, et ces peurs aussi, ces peurs personnelles, ces intérêts, ces angoisses, bon bref, et qui font que finalement personne n'arrive à vraiment réfléchir et à prendre du recul et de la hauteur sur la situation politique en général. Voilà. Donc c'était les deux axes que je vous proposais ce soir de réflexion autour. Je tiens à te saluer parce que pour un vendredi soir, un after work, il y a des sujets légers. C'est un sujet léger de sympa. On n'est pas emmené sur des trucs trop complexes, on est là dans la légèreté. Le fascisme, l'extrême droite. La semaine se termine, on peut se relaxer. Et là, le fascisme, oui, Mussolini, mais il est là dans mon placard, attention. C'est sympa, j'aime beaucoup. Je suis content d'être là, hein. Bonjour à tous. Non, alors, par exemple, si je peux juste te donner un ou deux petits exemples concrets, et après je laisse la parole à tout le monde, c'est si vous avez pu discuter ces derniers temps avec des personnes qui votent la France Insoumise, j'ai du mal à l'appeler Front Populaire, ça m'arrache un peu petit peu la bouche. Donc j'ai envie de rester sur la France Insoumise, qui est en fait très très soumise, et sur le vote bourgeois, puisque le vote en faveur de En Marche, qui est plutôt un vote bourgeois des grandes villes, libéraux, etc. Et ce vote-là est souvent réduit à contre les extrêmes. Voilà. Donc ça réduit à peu près à ça l'argument de vote. Et c'est un argument en général plutôt de peur de la part de cette bourgeoisie des grandes villes, de peur que les choses changent en fait. Puisque l'argument souvent, moi, que j'entends, c'est écoute, là ça marche pas trop mal finalement, nous on s'en sort, donc on va pas tester autre chose là. Parce que donc ils sont absolument. Et alors aussi, pour terminer, juste des arguments un peu de boomers, parce qu'il y a beaucoup de boomers, Paris 16e par exemple, et on me dit, mais tu te rends pas compte, le RN veut stopper l'avortement, est-ce que tu es pour cela? Je dis, je sais pas, vous avez vu leur programme? Parce que moi je l'ai pas vu, par exemple, précisément. Je leur dis, moi je suis pas du tout là pour défendre le RN, je suis là pour défendre la vérité des programmes, en fait, et de ce que chacun avance. Oui, mais ils l'ont pas dit, mais ils vont le faire. Donc il y a beaucoup de procès d'intention. Alors, celui-là, on peut le faire. Par contre, quand je demande aux boomers de droite, mais l'arc républicain En Marche jusqu'à l'extrême gauche, ça vous perturbe pas? Alors ça, c'est une fake news. Donc, c'est procès d'intention contre fake news. C'est un grand bordel et c'est du grand n'importe quoi. Et j'ai jamais entendu des débats politiques qui sont aussi ridicules, fermés, basé que sur du ressenti et pas sur du dialogue. Le dialogue s'arrête très 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 rapidement. Alors, vite fait, sur l'arc républicain, à aucun moment, vu que c'est la majorité présidentielle qui emploie ce vocabulaire, à aucun moment la France Insoumise, donc qu'on qualifiera d'extrême gauche, n'a été inclus justement dans l'arc républicain. C'était dans la logique de les extrêmes dos à dos. Non, l'arc républicain, il va des républicains, à droite, aux écologistes et socialistes à gauche. Oui, mais là, il y a c'est pas la France Insoumise. Le RN, c'est ambigu. Non, mais je dirais même à gauche, puisque là, il s'agit de... Oui, non, mais... C'est le cercle de la raison d'Alain Minc. C'est réduit à ça. Alors Alain Minc, parlons-en, il est en train de... C'est le centre gentil. De se débarrasser de Macron d'une façon assez étrange. C'est un autre sujet. Non, mais là, aujourd'hui, il s'agit du Front Populaire, Noah, donc... Mais c'est un groupe, le Front Populaire. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a raison, en fait. Au début, il y avait tout le monde, sauf le RN. Au début, il y a dans le cercle de la raison et donc le front républicain, il y avait tout le monde sauf le RN.
Puis Macron arrive et fait l'extrême centre et dit non, 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 non. Il y a aussi Merluche. D'ailleurs, ça a mis un certain temps. Il faut admettre que j'ai été surpris comment on a matraqué que Mélenchon n'était plus républicain. Pour un vieux C'est le 17 laïcard, octobre. oui. Ah, je suis pas sûr que ça date un peu avant. La diabolisation de la LFI, c'est plus ancien quand même. Hein. Enfin, Oui, je mais trouve. ça s'est vraiment accéléré à partir du 7. Oui, voilà. Et puis après, il y a eu l'argument de l'antisémitisme, et c'est là où ça devient un peu ironique, c'est que on a quand même traité ces mecs d'antisémites absolus. Bon, bah finalement, Alors là, c'est... oh, on a oublié, c'est pas grave. Ouais. Enfin voilà, on est dans un contexte. Par contre, Sébastien, Oui, toi c'est qui toujours es utilisé. un vieux briscard de la vie politique, Ça va, n'importe quoi. c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. J'ai l'impression que ça a toujours été ce qui permettait à l'élite en place de garder le pouvoir, c'est contre Marine Le Pen, une chèvre et toutes les alliances du monde serviront, quoi, tout Ah simplement. bah, c'est même plus ancien qu'elle. Quand j'avais 20 ans, donc on va dire à l'époque de la formation politique, il y a eu 2002 avec Le Pen père au premier tour, et là ça a été puissance 100. Et ça, on avait des profs qui envoyaient leurs élèves, qui arrêtaient de faire cours, qui envoyaient leurs élèves manifester, etc. La République était en danger, etc. Bon, de l'aveu des gens de la gauche plurielle, enfin, et de ceux qui ont bénéficié de ça, c'était une vaste blague. Le Pen n'avait aucune chance de prendre le pouvoir. Le Pen Bah ne oui. voulait pas le pouvoir, c'était juste Ils ont fait 18, un rigolo. 18, je crois, pour cent au deuxième tour. Hein. Oui, On il a était fait, loin c'était de 82-18, un Oui, score, 17 17 au un premier. score, Ouais. un score que Chirac digne de ses amis, de ses grands amis africains. Bon, Omar Bongo. 82, 82%, c'est ça. Hein. Ouais, 92-18. 18 pour le Pen. Mais ça a commencé bien Mais je avant. m'en Enfin, souviens bien. l'éruption du Front National sur la scène politique, elle est due à Mitterrand, qui leur a mis un énorme coup de pouce en instaurant la proportionnelle aux législatives de 86, il me semble. 86, oui. 84, je ne sais plus. 86, oui. Et 86. ils ont débarqué en force. Parce Ils ont eu une trentaine de députés. Voilà, et là, ça a été le feu. Et en fait, c'est une pure manipulation pour torpiller pour handicaper, c'était pour handicaper le RPR à l'époque, et puis pour aussi alimenter le discours antifasciste qui était un discours de substitution, puisque comme on a mis la rigueur, comme on a flingué, ils avaient flingué les cocos, flingué les communistes qui ne se sont jamais remis de l'alliance avec Mitterrand. Tant pis pour eux, il fallait un discours de substitution. Ça a été touche pas à mon pote, etc. Bon, ce discours sert et il sert jusqu'à aujourd'hui. Le truc, c'est qu'entre-temps. Je tiens à préciser que touche pas à mon pote, juste Sébastien, pour te interrompre 2 secondes, c'était hyper sympa à côté de ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait un côté bon enfant, alors c'était déjà des prémices, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, qui est d'une violence. Disons que tu avais aussi quand même dans les années 80, tu avais quand même une certaine violence de rue. Il y avait des skins, tu avais les antifas, tu avais quand même un certain. Sûr, les insultes racistes volaient quand même assez souvent. Aujourd'hui, en 2024, ça commence difficile à vendre. Maintenant, touche pas à mon pote, c'est devenu touche pas à mon livreur Uber, touche pas à ma femme de ménage, touche pas à mon éboueur. Enfin, on voit l'alliance du carré Hermès et du caifier, mais alors que ces gens se sont insultés il y a 3 semaines, et dans un truc qui aurait fait marrer Orwell, hop, d'un seul coup, en 3 semaines, on change de discours, hop, les affiches, on casse tout. Mais non, maintenant, il faut refaire le Front républicain. Ça va. Même quel que soit le Mais je pense qu'il faut... On va donner la parole à David sur ce sujet. Parce très brièvement, parce que sur ce sujet, parce qu'en fait, on néglige à quel point les conflits de bandes qui ont fait émerger un certain... la figure absolue du roitard Serge Ayoub. Et en face, il y avait Julien Terzic, qui est mort récemment, Terzix. Ah oui, en fait, je ne connais pas ce monsieur. Bah si, il a été dans un documentaire où il expliquait qu'il était colleur d'affiches pour Julien Drey, et en fait que le Parti Socialiste alimentait les bandes en fait et les combats dans la rue. Donc oui, en fait, juste je voulais préciser ce point-là parce que l'info est passée il y a quelques jours. Effectivement, ça a été une période très violente, mais plus restreinte, avec des groupes qui avaient vraiment pour objectif la violence. Et ça, pour de la violence, tu réunis 100 personnes.
Sur Paris, il y avait peut-être 500 Mais ça a personnes. toujours existé. Maintenant, On dit qu'aujourd'hui, la violence s'est étendue à la société. Oui, tout mais entière. ça a été le contexte d'émergence des SOS Racisme et il faut s'en rappeler. Et Non, moi, entre... aussi, je voulais... Oui, vas-y. Et entre-temps, où il y a eu des aveux, il y a eu Jospin qui a dit quand même que tout ça c'était un peu du théâtre, il y a eu Roland Dumas qui a aussi qui a aussi un peu vendu la mèche, et il y a eu un changement de génération chez les Le Pen. La fille a succédé au père. Bon, on voit qu'ils ont encore un peu de mal et on trouvera toujours des élus RN ou des candidats qui diront d'énormes conneries ou qui sont simplement parce qu'ils ne sont pas aussi entraînés au média training. C'est de toute façon un problème que le discours soit porté par eux. Hein. Et des candidats fantômes qui n'apparaissent nulle part. En fait, ils ont un tel appel d'air pour se développer, c'est qu'à la fois, ils ont un boulevard devant eux, mais ils doivent faire toute une révolution interne pour être prêts à gouverner, et tout ça en très peu de temps. C'est probablement dans le délire de Macron, c'est probablement le seul aspect rationnel, c'est qu'en dissolvant et en précipitant une élection législative, il voulait leur faire un croche-patte, je pense. Pour vite fait revenir sur le côté ancien et le Front National, on rappelle, vu qu'on a parlé de 2002, que Jean-Marie Le Pen fait 17% au premier tour d'élection présidentielle, à une époque où il n'y avait pas Bolloré et tout l'environnement médiatique favorable, on va dire, comme disent certains favorables à l'extrême droite. Il a fait ça tout seul. Bon, certes, après 2002, c'était le FN de la fin de Jean-Marie Le Pen qui n'était pas un truc très, très, très gai. Mais faut se réveiller sur le mythe de oui, les gens ils votent au Rassemblement national parce que c'est Bolloré, c'est Touche pas mon poste et c'est News, c'est Valeurs Actuelles et tout ça. Non. Alors, certes, ça a certainement une influence dans le fait que ça popularise le discours, que ça libère une certaine parole, on est d'accord, mais le RN fait quand même un travail pour draguer des électeurs depuis des années, et les médias, le soutien de Bolloré est un ingrédient supplémentaire, mais en fait ils étaient condamnés à progresser au vu de l'avancement de la situation de délitement de la France. Alors, on avait dit qu'on allait parler du fascisme. Je voulais juste, avant, puisqu'on a annoncé je voulais juste qu'on dise quelques mots. Vous allez parler de l'alliance du Keffier et du Carré Hermès. Moi, je voulais quand même qu'on évoque, par exemple, la présence de Julie Gaillet accompagnant son mari en Corrèze pour aller voter la France insoumise, populaire, ce que vous voulez, avec son joli sac Hermès. Non, le nouveau Front populaire. Et justement, à évoquer rapidement ce livre qui s'inspire de Michéa, mais qui s'appelle La gauche du capital, par Charles Robin. Et c'est quand même un sujet assez fascinant, moi, je trouve. Alors, on n'a peut-être pas le temps de vraiment d'en parler aujourd'hui, mais... Moi, je pense que tu as raté le vrai sujet. Et ça m'étonne de toi, Flavie, c'est que moi, j'étais très impressionné par son sac à main Hermès, l'élégance. Vous avez vu la coupe de ce sac à main? Moi, j'étais très impressionné. Je suis désolé, il était magnifique. J'en pleurais de joie. Je vais acheter la même à ma femme. Ah non, merde, il n'y a plus de surprise. Le sujet que tu voulais aborder, Flavie, dès le début, ton épouse, et vers le... Et Sébastien a disparu. Non, mais voilà, peut-être que je pense que c'est un sujet qui est très, très compliqué à saisir, mais qui est un sujet d'avenir à investiguer, puisqu'on est en plein, en fait, dedans. Et je ne sais pas, est-ce que les garçons, vous avez... tu veux parler de Pardon ? Tu veux parler de l'extrême droite et de l'alliance du fascisme? Non, du sac à main. C'est pas l'extrême droite, non. C'est la bourgeoisie de gauche. Non, mais... Oui, Noah. Il y a un décalage. Il y a un décalage son. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On va un peu redresser cette histoire parce que, en fait, c'est assez inaudible si on parle les uns sur les autres. On s'excuse auprès des téléspectateurs. Revenons un peu au sujet. En fait, Flavie, effectivement, voulait aborder la collusion entre le centre et la gauche, qui a été peut-être une surprise pour certains d'entre nous, peut-être moins pour les vieux briscards.
Je sais pas, vous, comment vous voyez, en fait. Moi, j'avoue que voir Hollande et sa pouffe, pour le dire très poliment, c'est joli de sortir avec une actrice, surtout quand elle a un aussi beau sac. Voir le mélange entre l'antifa zadiste et la pouffe actrice, il y a il y a une vulgarité en plus. Moi, je trouve ça met un côté encore plus visible. Non, mais il y a une sur le. réalité qu'il faut citer, David, c'est que beaucoup de jeunes bourgeois des centres-villes, de rejetons de la bourgeoisie des centres-villes et de Paris, votent LFI. Excusez-moi, je ne dirais pas Front Populaire, hein, sincèrement. Voilà, et souvent ils votent LFI au premier tour et Macron au second, parce qu'on fait plaisir, et puis voilà, ils votent raisonnable. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut quand même prendre en compte, parce que peut-être c'est une façon, voilà, ça s'appelle le gauchisme. Les marxistes l'ont bien défini, hein, c'est le bloc bourgeois, il y a convergence d'intérêts, ces gens-là viennent des villes et viennent de la bourgeoisie. Il y a le sociétal pour les gamins et les ignorants, et puis il y a le pognon. Mais ça se reste sur des sujets sociétaux. En effet, ça parle très peu de capitalisme en réalité. Flavie, il faut qu'on parle chacun son tour, sinon c'est inaudible. Il faut vraiment plus couper les gens, c'est chiant pour tout le monde. Désolé, je pense qu'il y a un décalage, donc prends quelques secondes avant de répondre, parce qu'en fait, les gens entendent 2 voix à la fois, et c'est la 5e fois. Donc voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, la jeunesse bourgeoise, la jeunesse des centres-villes vote LFI, le papa, la maman vote Macron. On a moi je reviens vraiment à une sociologie assez simple qui est celle de Guy Louis, c'est la province contre les villes. Et Graeber, dans 5000 ans d'histoire de la dette, disait que c'était la division qui était celle de la fin de l'Empire romain et qui s'est soldée, soldée au bénéfice des campagnes quand l'Empire est tombé, quoi. Bon, là, on va peut-être un peu loin, mais j'invite chacun à rebondir, chacun son tour. Nora, Sébastien et puis Madame. Pour changer, Flavie et les garçons. Donc moi en dernier, c'est ça, je ne sais pas comment est-ce que rebondir sur quoi exactement? Sur la fin de... Sur mon propos, là, non, j'ai dit beaucoup de choses. Sur quoi tu veux? Non, mais là, j'ai dit plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, les villes contre la province. On voit quand même, c'est assez drôle de voir peut-être la mondialisation contre le localisme. Il y a peu de votes RN en ville, hein, en fait. C'est bien pour ça qu'il y a un discours faible. Qu'il y a un discours antifasciste et qu'il est de plus en et qu'il est même une hystérie, parce qu'en fait, si on enlève ça, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est ça. Les intérêts économiques. Donc en fait, et ça, c'est pas avouable. Oui, la situation va à volo, mais nous, ça nous convient comme ça, donc les autres, vous pouvez crever. Bande de sales facho-nationalistes qui ne pleurent pas sur le sort des Tibétains, des Rohingyas, ça dépend de la mode, et qui ont le culot de s'inquiéter de ce qui se passe dans la cité à 30 bornes de chez eux. Enfin, c'est assez... Il faut un discours, il faut un narratif. On ne peut pas y aller. Je vote pour mon portefeuille et je vous emmerde. Vous ne pouvez pas vraiment porter ça dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il vous faut un truc. Et ils n'ont que ça, en fait. Même si le RN, et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est des gens comme Jean-Yves Le Camus ou des chercheurs tout à fait sérieux, ou des observateurs de vrais observateurs de la politique, qui disent ce parti n'est pas un parti fasciste, il n'en a pas les marqueurs, et ça n'a jamais été un parti fasciste. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres les devoirs qu'ils dédaignent de remplir d'autour d'eux. Tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Alors c'est de qui ça, David? C'est Rousseau. Ouais, donc ça date. Hein. Rousseau, qui a été copieusement haï par l'intelligentsia de l'époque et qui à la fin il a été limite pourchassé. Parce qu'il a un peu vendu parce qu'il faut quand même constater qu'ils n'ont aucun discours sur l'économie. Hein, toute cette jeunesse qui vote, les centres-villes qui votent LFI. Il n'y a pas la moindre discours parce qu'il faudrait en arriver à un discours peut-être plus protectionniste, à un regard critique sur la globalisation économique et financière. Et là, ça s'appelle mettre des limites. Or, justement, le propre de cette... idéologie, enfin de cette alliance entre les libertaires et les libéraux, c'est de ne pas connaître, de refuser la notion de limite. Et je pense que beaucoup du débat se situe autour de cette notion-là, puisque le RN serait fasciste parce qu'il met une limite aussi. Alors que le fascisme, on peut peut-être y arriver, c'est autre chose, mais la moindre notion de limite, de régulation, que ce soit de l'immigration ou protectionnisme sur l'économie,
est vu comme, ou sur les mœurs, hein, puisque ça se passe beaucoup sur les questions sociétales. Donc, notre corps ne peut plus être une limitation, puisqu'il s'agit maintenant de choisir son genre, ne plus l'essentialiser à son genre de naissance. Tout ça va ensemble. Hein. C'est sur la négation de la limite. Je pense que c'est surtout là-dessus que se situe le vote LFI, pour moi, le vote bourgeois LFI. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si quelqu'un veut rebondir. Forme d'aspiration à la liberté, on va dire. Oui, mais une liberté une notion de liberté qui est un petit peu pervertie dans le sens où elle vu qu'on est dans la divagation philosophique, moi je vais me permettre une opinion un peu plus noire. Et quand on tombe dans le noir et le simplet, on peut compter sur tonton Freud. Et en fait, je trouve que dans les années 70, les gens étaient quand même relativement civilisés. Et là, tu devais construire une explication du libéral libertaire. Tu devais construire quelque chose d'un petit peu sophistiqué. Aujourd'hui, on vit quand même dans une civilisation où l'adulte et la responsabilité est parti en vacances dans le sud. Et en fait, moi, je vois quelque chose d'éminemment régressif, même pour les gens de 40 ans, 30 ans. C'est faire un gros fuck à papa et dire, moi, j'en ai rien à foutre, je suis moi, et c'est très, très important que je sois moi. Et en fait, l'argent magique, tu vas prendre l'argent à papa, aux gros riches et aux gros méchants qui ont des milliards, et moi, je vais me payer des grosses vacances de bâtard et allez tous vous faire niquer. Et en fait, je crois que c'est la pente régressive de l'Occident. Là, on a des ados attardés qui pensent que oui, mais l'argent, il y en a qui en ont. C'est là-bas. C'est là-bas. On prend et on est bien. Ouais, désolé, mais il y a un truc qui s'appelle l'économie de marché, un truc qui s'appelle la macroéconomie et un truc qui s'appelle les marchés internationaux. Mon petit biquet, papa, il t'a pas assez tapé dessus pour t'expliquer que c'était complètement débile ce que tu racontes. Je crois qu'on en est là. Moi, je pense vraiment que les gens sont tellement dans l'effervescence de leur propre espace de divertissement. En gros, ils sont au bureau de 17 à 18h et ils font vivement que j'aille au cinéma ce soir et voir des pots avec les copains. Et en fait, c'est l'insouciance. Et je crois sincèrement que le concept de valeur ajoutée n'a pas été inculqué correctement à la majorité des votants et les filles. Quand tu es dans le centre-ville, tu as une sorte d'effet magique, boum, le riz apparaît dans le supermarché, boum, le train il se déplace, boum, il y a de l'électricité, c'est un Walt Disney, pourquoi pas LFI ? LFI va faire continuer le rêve, pendant que je fais des gros fuck à papa, parce que je suis un adulte qui vit de couple en couple, qui vit une vie tranquille, et c'est ça l'adolescence. Et on a les LFI qui parlent avec force au connard en ville, qui est un adolescent perpétuel. Voilà ma lecture, bon, vous pouvez la challenger, je vous écoute. Non, mais je pense que pour eux, le mondialisme, c'est un exotisme permanent dans les grandes villes. Parce que je dis mondialisme, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est pour aller plus vite. Et est-ce que l'idée de l'universalisme qui est propre à la France ne s'est pas dévoyée dans le mondialisme, qui serait le nouvel universalisme, mais qui n'a plus grand-chose à voir? Régressif. C'est totalement régressif. Trop compliqué. Ce que tu viens de dire, trop compliqué. C'est ma première piste, et je lance. Et puis, la deuxième, ce serait justement, puisque nous devions parler du fascisme, est-ce que Albert Camus disait... Attends, Flavie. Non, alors excusez-moi, je me contente de dire cette phrase et je verrai Sébastien, à mon avis, la régression, ça te parle. Tu dois en voir à Paris. Qu'est-ce que toi t'en penses? Et Noah, il la vit, il est dans sa génération, il a autour de lui des votants LFI. Faisons un peu tourner la parole, ne changeons pas de sujet trop vite, Flavie, merci. Oui, tu as raison. Oui, ça a déjà été vu, la dictature du coup, le bougisme, etc. On a l'impression que même si par l'écologie et le réchauffement climatique, il y a aussi tout un discours assez de flip, parce qu'un des gros reproches que l'on fait au RN, c'est des accusés qui ne croient pas au réchauffement climatique ou que ça les intéresse pas et donc que ce sont de dangereux irresponsables. Donc, ils ont toute une population qui a un horizon complètement ouvert, qui est persuadée à tort ou à raison que le monde lui appartient, que si c'est trop naze en France, ils pourront se barrer, de préférence d'un pays anglo-saxon qui sera encore plus cool, qui sera plus cool et plus in que la France. Si tu veux, Raphaël Glucksmann a été le porte-parole de cette frange.
Non, c'est pas une frange, c'est toute cette population des branchés des centres-villes est relativement aisée, relativement. Mais tout ça, du coup, pour eux, avant d'être des fachos, le RN, c'est avant tout des ploucs. Qu'est-ce qui nous font chier avec leurs problèmes du quotidien? Qu'est-ce qui nous faut chier avec... C'est-à-dire que la réchauffement, c'est l'avantage, tu vois, la fascination des gens pour le réchauffement climatique. Alors attention, je ne dis pas que ça n'existe ou que ça n'existe pas, là-dessus, je me prononce pas, mais le réchauffement climatique, tu vois, c'est un truc qui est global, c'est un problème global, donc il faut des solutions globales, et puis finalement on fait rien parce qu'en fait, tu peux rien faire, puisque si la planète se réchauffe, elle va se réchauffer, et tant pis pour nous, mais d'un autre côté, par contre, les problèmes locaux, c'est-à-dire les nappes phréatiques qui sont foutues, les espèces invasives, tous ces trucs-là, en fait, ouais, tout ça, c'est technique, c'est chiant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de gauche qui s'y intéressent pas localement. Mais en fait, au sein de cette famille politique, qui là s'est rassemblée en catastrophe pour faire barrage au Rassemblement national, c'est vraiment les bourgeois cosmopolites qui donnent le là. C'est-à-dire, oui à la diversité, oui au machin, mais à condition que ce soit nous qui tenions la baguette d'orchestre. Noah a un léger décalage. Je lui cède la parole et vous patientez un instant le temps qu'il réponde. Merci. Merci. Bon, je m'excuse effectivement pour le décalage que j'ai. J'espère du coup qu'on m'entend bien malgré tout. Donc effectivement, moi je suis en milieu étudiant sur Montpellier, voilà, donc ville bien marquée justement à gauche, historiquement et tout ça, avec LFI qui est très fort. Et je vais pas faire j'allais dire de psychologisation, mais pas autant un portrait robot que ce qu'on a fait Sébastien de l'électeur LFiste, parce que l'électeur LFiste adulte, mature ou mûr, je le connais pas forcément, mais les lecteurs LFistes de mon âge, donc moins de 25 ans, typiquement, il a tendance à voter LFI, la gauche de manière générale, je dirais, parce que il y a cette forme de perception que, alors, au-delà de simplement la gauche, c'est bien, c'est la gentillesse et tout ça, il y a la notion de oui, les riches, ils possèdent trop, c'est un fait, il y a des écarts de richesse énormes en France et tout ça, et surtout LFI, en fait, permet de mettre fin à des discriminations et tout ça. Vous savez, tout le racisme en France qu'il y a, hein, ces pauvres gens des banlieues qui sont victimes de discrimination parce qu'au hasard, ils font cramer des poubelles quand il y a quelqu'un de chez eux qui crève, qu'il meurt dans un refus d'obtempérer. Ne voyez aucun exemple parmi ce que je dis. C'est pas tant, je pense, pour des raisons vraiment égoïstes qu'ils votent la gauche de manière générale. C'est plus parce que j'appellerais du signalement de vertu, mais pas dans le sens où je veux avoir l'air gentil et montrer que je suis gentil, mais plutôt parce que beaucoup ont l'intime conviction que effectivement c'est le bon choix, c'est la bonne chose à faire. En fait, ils ont une perception, ils ont tendance à avoir une perception du monde où ils occultent certains problèmes, où ils voient d'autres explications. Typiquement, hein, la violence et tout ça, les problèmes d'assimilation, les problèmes que l'on a avec l'immigration, eux, ils y voient surtout le facteur économique et tout ça, et le fait qu'ils sont exclus, ces pauvres gens. Ils n'ont pas totalement tort, mais disons que c'est pas monofactoriel. Et que, qu'on le veuille ou non, certaines populations, mais certaines populations sont de fait plus criminogènes et plus problématiques que d'autres, parce qu'il y a des populations qui sont blanches, françaises d'origine, et qui vivent dans des banlieues, et eux, étrangement, ils font pas chier, pour dire ça un peu crûment. Donc, voilà, au-delà de l'analyse comme ça du lecteur de gauche, c'est vraiment juste une vision de la société. Tu veux que la société elle change, tu veux qu'elle soit plus juste. En fait, je dirais, c'est une perception de personnes peu politisées, voire pas politisées, mais même des gens politisés sont toujours là-dedans, mais parce que c'est difficile
je pars un peu d'expérience, c'est difficile de sortir un logiciel dans lequel tu t'es mis depuis des années en te disant oui, je suis de gauche et la gauche c'est le bien. C'est très difficile d'en sortir et ça se fait vraiment par un glissement progressif si jamais ça doit advenir. Mais je pense qu'en plus, ces Désolé jeunes-là, pour juste le ajouter une dimension qui est importante, je pense, c'est qu'ils ne se situent plus du tout au niveau national. Justement, je parlais d'universalisme tout à l'heure. Ils se voient vraiment comme des citoyens du monde. Donc, l'aspect, la limite nationale ne rentre pas en ligne de compte. Ils Moi, je suis pas combattent une d'accord. sorte de capitalisme financiarisé dont ils ont une vague notion. D'ailleurs, ils ne comprennent pas très bien, mais ils voient bien qu'il y a des énormes inégalités. Mais je pense que c'est là où la politique trouve la limite dans leur réflexion, c'est que moi, ce que je constate, c'est que oui, voilà, l'aspect national ou même européen leur est assez étranger. Ils sont dans une espèce de magma un peu flou, fluide. Non, moi je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça c'est une perception extérieure. Déjà, premièrement, j'aimerais quand même, suite au descriptif, dire qu'en fait, on a un peu ça donne l'apparence d'un christianisme ensauvagé. En tout cas, en fait, c'est vraiment des valeurs chrétiennes, d'ouverture à l'autre. C'est assez marqué. Mais en fait, je pense qu'ils se considèrent vraiment comme européens, hein, parce que Erasmus, et tu te confrontes quand même au reste du monde. Parce que le paradoxe un peu de ces populations-là, c'est que quand ils sont face à un Africain ou un Sud-Africain, ils savent que c'est un Sud-Africain. Et ils le traitent un peu avec un infantilisme. Moi, j'étais dans les milieux estudiantins Erasmus, par des associations qui géraient les étudiants étrangers. Sachez que l'Européen, il sait ce qui n'est pas européen. Donc, et c'est toujours le paradoxe humain du déclaratif, oui, citoyen du monde, oui, sur le papier. Bon, d'accord, mais tu manges que des trucs. Tu es à l'étranger, tu manges que des trucs d'espagnol. Tu parles qu'à des espagnols. Et quand il y a un noir, tu lui parles pas trop. Parce que tu as un peu peur que ça se passe mal. Donc, entre le déclaratif et le concret, tu peux être dans l'idéal de se dire d'une ouverture absolue. Dans le concret des étudiants, tu verras rapidement que les gens se réunissent par origine pays et puis par ethnie. Donc, et les gens, ça, ils le savent quand même. C'est pour ça que je mettrais une nuance à cette idée de on est ouvert, on est ouvert. Déclarativement, tu es ouvert. Dès qu'on parle du quotidien et du concret, tout le monde n'ouvre pas son cul avec autant de facilité. Sébastien, toi qui es dans les milieux d'extrême gauche combatifs des Antifa, comment ça se passe? C'est-nous un petit témoignage en direct, s'il te plaît. Bah non, j'ai jamais été dans ces milieux. Ah merde, t'étais sous couverture en fait. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai balancé. Arrête de raconter des bêtises sur mon compte. Je pense que ces milieux-là, de toute façon, ils changeront jamais d'avis. Les un mec comme Terzic, il savait qu'il était instrumentalisé par la bonne social-démocratie. Il s'en foutait parce que de toute façon, ça l'a fait vivre. Ça l'a fait vivre. Et basta. Les gamins, non, ils sont convaincus parce que comme ils sont pas, les gens sont pas, même les gens qui se prétendent politisés, en fait, le sont pas vraiment. Pendant 5 ans, ils vont pas parler de politique une seule fois. Alors, ils vont faire des actions, etc. Puis à un moment, pendant l'élection, ça va être la kermesse, etc. La politique, c'est tous les jours, en fait. C'est dès que tu t'intéresses à la chose publique. Et en fait, pour beaucoup de gens, la chose publique, c'est devenu un concept, quoi. Ça n'existe plus. Donc, j'ai lu justement quelque part une étude qui disait que peut-être 30% maximum de la population avait une tête politique. C'est quand même une configuration je trouve que c'est très généreux. C'est très généreux. Qu'est-ce que ça veut dire une tête politique? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs l'expression qui était utilisée, mais disons qui était habilité à conceptualiser le politique. Il y a peu de gens en réalité. C'est beaucoup, hein. Très généreux. Peut-être 30%, c'est d'ailleurs beaucoup, je suis d'accord. Voilà, parce que j'ai lu le truc rapidement, je voulais y revenir, je ne l'ai pas retrouvé. Sans vouloir être polémique, est-ce qu'un militant est politisé? Pour être un bon militant, un bon soldat d'un front, il faut vraiment pas tout comprendre, hein, parce que sinon, tu n'es pas militant. Tu vois. Ouais.
Ouais. Parce que pour aller taper comme un crétin, c'est toujours Oh. le peuple qui tape sur le peuple. Pour être un Mm. bon militant de droite qui tape sur le gauchiste comme un crétin, Mm. ou un bon militant de gauche qui tape sur le RN comme un crétin, il faut avoir un Oui, certain niveau de dépolitisation. Parce qu'en et réalité, de c'est chrétien. la division. Non, Ouais. non, tu peux être convaincu et sincèrement engagé. Tu peux croire Ah, en ta convaincu, cause. ça peut Mais être tu en peux deux te mots. dire Hein. que oui, effectivement. Oui. Mais tu peux te dire que oui, bon, tout n'est pas tout rose et tout ça, mais c'est le moindre mal. Et je fais ces choses-là pour les miens, pour le bien, pour les autres. Bref, trouve-toi une justification. Mm. Faut pas forcément ne pas être trop politisé. En fait, faut accepter d'avaler des couleuvres, je dirais, pour être un militant politique, vraiment. Et puis, si tu es capable de faire ça, bah, ça peut aller. Hein, puis après, tu Les fais discret garçons, sur tes positions en façon de ton parti. éventuellement, puisque l'heure tourne, est-ce qu'on termine à parler un tout petit peu du fascisme, de la notion de fascisme pour terminer l'émission? Bah, vas-y, Place aux qu'est-ce que tu historiens. entends, toi? Qu'est-ce que tu entends, toi, par fascisme quand tu vas en parler? C'est les méchants. Les méchants. Mais alors, il faut savoir déjà quels étaient les principaux piliers du fascisme. Alors, chacun, enfin, il y a des définitions un peu. Au Moi, départ, je veux c'est bien. quand même. Moi, j'ai potassé. Alors, je vais laisser la parole à David, mais J'ai pour moi, étudié, seulement, c'est au départ déjà j'ai étudié l'anti-parlant. toute la nuit. David, je te laisse la parole parce que tu as l'air de vouloir parler, donc je te laisse la parole. Non, mais c'est intéressant. Voilà, on a un bon exercice qu'on peut faire et ça va être un peu engageant. Toi qui es citoyenne, pour toi, qu'est-ce que le fascisme? Alors, pour moi, justement, c'est une entreprise totalitaire, plutôt anti-parlementariste, dans laquelle éventuellement l'armée est impliquée, avec, oui, une idéologie nationaliste, souvent, d'ailleurs, même, on pourrait dire organiciste, pour pas dire ethniciste. Voilà, j'ai peut-être oublié quelques éléments, mais en tout cas, pour moi, ce sont les principaux piliers. Et c'est là où c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir un discours un petit peu protectionniste, voire patriote, et justement de limite, d'instaurer, je parlais tout à l'heure de la notion de limite, parce que c'est un discours qui est très très vite rattaché au fascisme, parce que oui, alors c'est pas parce que c'est là où c'est très très difficile de sortir de l'essentialisme. C'est pas parce que vous êtes patriote et que vous avez un sens de la limite que vous êtes fasciste. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est instrumentalisé très rapidement de cette façon-là. Avant de développer les critères qui sont communément acceptés pour définir le fascisme, je rappelle les phrases d'Orwell qui se trouvaient en Espagne pendant la guerre d'Espagne et qui disaient qu'il n'arrivait pas à distinguer sur l'apparence, sur les habits et le comportement et la façon de parler, les fascistes et les antifascistes. Ouais. Donc Ouais. c'est déjà un terme qui est plutôt rattaché et qui sort de la bouche des parties violentes, ce qui est normal pour l'adolescence qui s'engage en politique. Donc ça, c'est peut-être une première chose à nuancer. Bon, sur le côté historique, quels sont les critères premiers, en tout cas les critères communément acceptés, parce que la doctrine fasciste n'est pas systématisable, comme toute chose est difficilement systématisable. Bon, on va faire office néanmoins. Premier élément, c'est le totalitarisme, la domination de l'État sur les individus. C'est l'État qui définit les aspects économiques, sociaux, culturels de la société. L'État est considéré comme une entité organique qui définit les sphères de la vie nationale. En corollaire et en lien immédiat, il y a le nationalisme et l'expansionnisme. Il y a une tendance impérialiste dans le fascisme, en tout cas, il est énoncé comme tel. Bon, ça, c'est le volet un peu discutable. C'est officiellement anti-parlementariste et anti-libéral, considérant que la démocratie libérale est faible et corrompue, intrinsèquement. Elle mène toujours à la faiblesse et à la corruption. C'est logique dans une perspective totalitaire qui ne laisse pas de place à l'individu. C'est presque un corollaire. Le corporatisme, l'économie est organisée en syndicats et en corporations qui regroupent les employés et les travailleurs par secteur économique, qui sont en lien avec l'État, toujours dans une conception assez holistique, comme on dirait aujourd'hui, organique, aussi systématisée. La propagande et le contrôle de l'information, toujours lié à l'aspect totalitaire, c'est l'État qui contrôle l'information, donc il n'y a pas d'information
d'inspiration privée. Bon, le militarisme et la violence, évidemment, l'expansionnisme et la gloire de l'État existent, son lot de chair, tout simplement. Et dernièrement, bon, là, c'est plus discutable, mais bon, c'est dans l'air du temps, l'aspect xénophobe, vu que des lois racistes, anti-juives et autres minorités ont été votées sous le fascisme. Je ne sais pas si c'est doctrinaire, mais l'État pouvant avoir un volet racialiste, bon, c'est logique dans la continuité du 19e siècle. On est essentialiste, donc je ne sais pas si c'est le volet le plus pertinent. Voilà les points les plus importants du fascisme. Non. On laisse la place à Noah. Merci Noah. Oui, merci. Effectivement, c'est une description qui est bien complète du fascisme historique. Donc on rappelle qu'il y a une doctrine qui est théorisée par Benito Mussolini en Italie dans les années 20. Hein. Le national-socialisme ou nazisme, c'est compliqué, c'est une forme de fascisme, mais ce n'est pas le fascisme. Hein, soit bien clair, le fascisme n'a été appliqué que dans un seul endroit et pas entièrement dans sa doctrine politique, à savoir l'Italie fasciste de 1922 à 1943 et 45 avec la République sociale italienne, la République de Salo. Et comme je voulais dire depuis le début en fait de la description de David, le fascisme peut être résumé en un sens à la phrase de Mussolini qui est tout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. C'est le sens extrêmement étatiste du fascisme. On rappelle que Mussolini, hein, c'est toujours utile de le rappeler, est un socialiste à la base, et que lui, son truc, c'était, il était contre la ligne internationaliste des socialistes, et il était très nationaliste, vraiment. Il était pour la guerre, justement, dans l'exaltation guerrière. Il va s'engager volontairement pendant la Première Guerre mondiale, tout ça. Et donc ça se retrouve dans le côté militariste que David a décrit. Et on a aussi l'exaltation de l'effort et la volonté de créer aussi un homme nouveau qui se retrouve dans les autres totalitarismes, le national-socialisme et le marxisme-léninisme. Donc avec le stakhanoviste et tout ça, et l'arien, ce genre de machin. Et bon, on va pas faire trop d'approfondissement et de divagation sur le fascisme lui-même, parce que c'est un mouvement qui est très compliqué, qui n'est pas forcément un truc conservateur à l'origine, mais qui va le devenir. Mais aujourd'hui, en fait, pour revenir quand même au sujet d'aujourd'hui, le terme de fasciste pour qualifier l'extrême droite, l'extrême droite politique en France, n'a absolument aucun sens. Aucun parti en France aujourd'hui n'est corporatiste, aucun parti n'est anti-parlementaire, anti-libéral. Enfin, il n'y a vraiment aucun parti qui est anti-libéral officiellement en France. Et même ce qui est le plus à la droite de ce qu'on connaît en général, genre l'Action française, c'est pas du fascisme, parce qu'ils ont bien changé aussi sur leur doctrine. Henri de Lesquen, hein, qui est un national libéral, c'est pas un fasciste. Zemmour encore moins. Marine Le Pen, on n'en parle même pas. Certains à droite la qualifient de gauchiste. Donc, on repassera là-dessus. Sans perfidie, il faut peut-être admettre que par les coups de boutoir sur la propriété privée, le parti qui s'approche le plus, mais vraiment pour des raisons distancielles, hein, du fascisme serait la LFI. Bon, petite parenthèse, je te redonne la parole, Noah. Sans le côté nationaliste, et évidemment. Mais chaque parti peut avoir des tentatives fascisantes, puisque tu viens de citer cela, David, mais il y a aussi l'homme nouveau. Alors l'homme nouveau qui se recrée chaque jour, c'est ce que nous sommes aussi en train de créer dans les dérives sociétales. Donc on peut trouver des dérives fascisantes. Voilà. Oui, mais conceptuellement, tu vas avoir beaucoup de difficultés à dire du progressisme qu'il est un fascisme. Parce que le millénarisme que tu peux retrouver dans la dimension sociétale d'une perspective fasciste totalitaire, le progressisme, c'est quand même une fuite en avant. Donc, tu as une circularité. Tandis qu'il y a un fixisme, en fait, un objectif fixiste dans la perspective fasciste. Donc, philosophiquement, ça pourrait y ressembler, mais je pense que ça colle pas. Mais c'est une petite parenthèse, je m'excuse. C'est pas parce qu'il y a des points de similarité entre des idées, des idéologies avec d'autres que c'est pertinent. Oui, non, mais
aucun parti aujourd'hui en France ne peut être qualifié de fasciste, de même qu'aucun n'est vraiment communiste, hein, même le Parti communiste français ou la LFI, quoi qu'on puisse en dire. Mais alors, que répondre à divers degrés les partis libéraux. Que répondre à ceux qui voient du fascisme à tous les coins de rue, justement. Faudrait essayer que la gratuité des psys est une excellente loi. La psychologie est une discipline qu'il faut imposer à beaucoup de gens en France. Il faut remplir les cabinets. Vite. Oui, mais parce que la moindre, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, la moindre limite est perçue comme fasciste, la régulation de l'immigration est perçue comme une démarche ethniciste, la remise